Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le journal de la mi-journée présenté par Nesrine Dahmoun. Bonjour Nesrine. Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire du journal de 12h30, 54 000 commerçants seront de permanence durant les 3 jours de Eid el-Fitr. Le ministère du Commerce intérieur présentera cet après-midi son dispositif de permanence et le nouveau portail web à cet effet. Le ministre de l'Agriculture à Ouergla, où il présidera une réunion consacrée à la mise en place d'un plan de lutte anti-acridienne pour les wilayas du sud du pays. Les wilayas des frontières sont également concernés, mais cette fois-ci par un plan de prévention, de protection des exploitations contre les criquets pèlerins. On fera le point dans le journal de 12h30. Le ministre de l'économie, des start-up et des micro-entreprises l'avait annoncé hier. À partir de la wilaya de Tipaza, ses services envisagent de réviser le plafond de financement des projets de création de micro-entreprises dans le cadre de l'ANGEM et de la NESDA. On en parlera en plus de détails dans le journal de 12h30. Dans l'actualité à l'étranger, la Cisjordanie sous le feu de l'occupation depuis 3 mois. L'armée sioniste expulse les populations des camps de réfugiés et se maintient sur place pour les empêcher de retourner chez eux. On parlera enfin de sport football avec le premier quart de finale de la Coupe d'Algérie ce soir et on reviendra sur la victoire hier de l'équipe nationale face au Mozambique par 5-1. Je vous le disais en titre, le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché tiendra cet après-midi une conférence de presse pour annoncer le programme des permanences durant Eid el-Fitr. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et à ce propos, l'invité du jour était ce matin le directeur de la prospective au ministère du Commerce intérieur, Abdullah Ben Hala. Il précisait au micro de Nariman Mendil que 54 000 commerçants seront de permanence durant Eid el-Fitr à travers le territoire national. Je vous propose de l'écouter. Nous avons tout bouclé, la permanence, ça se prépare déjà bien avant Ramadan, donc il y a matière à établir des listes des commerçants qui seront réquisitionnés pour travailler et ouvrir les locaux durant les 3 jours de l'Aïd. Nous avons réquisitionné quelque chose comme 6 829 boulangeries, 29 811 d'alimentation générale de fruits et légumes et 16 990 locaux pour divers services. Donc des minoteries à l'ordre de 343 ouvriront boutiques et travailleront bien sûr pour assurer l'approvisionnement, 155 laiteries et 45 unités de production des divers eaux minérales et autres, soit 543 unités de production. Le dispositif, 2627 agents. Les listes ont été publiées sur les sites des directions wilayales, chambres de commerce et les partenaires aussi. Le directeur de la prospective au ministère du Commerce intérieur, Abdullah Ben Hala, qui s'est également exprimé sur le lancement d'un nouveau portail web pour nous orienter sur les magasins ouverts par commune, et cela durant les 3 jours de l'Aïd. Le ministère du Commerce intérieur a mis en place une plateforme numérique dédiée justement aux citoyens de manière qu'ils soient actifs. Donc cette plateforme permettra aux citoyens de voir l'ensemble des listes par quartier, j'allais dire, le nom, l'adresse, les gens qui sont concernés par la réquisition. Et aussi il est actif. Pourquoi? C'est parce qu'il peut signaler si jamais il y a une boutique fermée ou il y a un commerçant qui n'a pas respecté son engagement. Donc le lancement sera donné aujourd'hui et espérons que ça va donner rapide. On va parler d'agriculture à présent. Une rencontre régionale se tient en ce moment à Ouergla pour mettre en place un plan anti-acridien dans les wilayas du sud du pays. Et cela suite aux directives du président de la République de prévoir un programme en ce sens dans les régions frontalières du sud. Les explications avec Sofia Boukrcha. Pour lutter efficacement contre l'invasion de criquets et empêcher leur progression vers le nord, un plan de prévention sera adopté. Il s'agit de la mobilisation de moyens aériens, notamment de 8 hélicoptères équipés de dispositifs de pulvérisation. Hamid Ben Saad, secrétaire général au ministère de l'Agriculture. Il s'agit d'une réunion de coordination et aujourd'hui, la lutte efficace repose sur la lutte aérienne qui nous permet d'intervenir rapidement et d'atteindre même les zones difficiles d'accès pour le
traitement. Les moyens de défense aérienne seront étudiés afin de mobiliser des hélicoptères équipés de dispositifs de pulvérisation. Nous allons également explorer les possibilités de traitement en coordination avec le ministère de la Défense nationale. Plus de 8 hélicoptères seront mobilisés. La réunion de coordination regroupe toutes les wilayas du Sud ainsi que les ministères concernés pour valider le plan de relance des cellules de lutte contre les criquets. Cette réunion concernera plus de 23 wilayas concernés par la lutte contre les criquets, c'est-à-dire toutes les wilayas du Sud. Elle inclura également les services du ministère de la Défense nationale ainsi que ceux du ministère de l'Énergie. Ce sera la première validation du plan d'action visant à réactiver les cellules de lutte contre les criquets présentes dans ces 23 wilayas. Une surveillance par drone est également prévue et plus de 1,2 million de litres de pesticides sont mobilisés pour lutter efficacement contre le criquet pèlerin, selon le ministre du secteur. Et face d'ailleurs à une possible invasion des criquets pèlerins, des mesures ont été prises par la direction de l'agriculture de la wilaya de Tbessa pour éviter qu'ils s'attaquent aux exploitations. Jamal Boudjenah, directeur de l'agriculture à la wilaya de Tbessa, au micro de notre correspondant sur place, Bachir Drebassi. Après avoir reçu une note officielle du ministère concernant la menace du criquet pèlerin dans la wilaya du Sud, étant donné que cette espèce est l'une des plus dangereuses, menaçant la richesse végétale, y compris la flore et les cultures agricoles, touchant près de 12 wilayas du Sud ainsi que les wilayas des hauts plateaux. Nous avons, en compagnie des autorités locales, sous la présidence de M. Le Wali, mis en place le comité wilayal chargé de la surveillance du criquet. Ce comité est composé de tous les acteurs du secteur. Nous avons lancé l'opération d'exploration menée par des équipes mobiles en commençant le travail au niveau des zones où la présence des criquets est probable, ainsi que dans la wilaya frontalière avec la Tunisie. Un bulletin météo spécial pluie est prévu pour les wilayas de l'ouest du pays, des pluies qui peuvent être dangereuses, notamment dans les régions montagneuses et isolées. Expliquez-nous, Hamid Belkacem. Ouais, quand vous prenez la route où vous devez passer par le col de Tirourda, lorsqu'il neige, il pleut, ou par un épais brouillard au niveau de Brouaguilla, ou les gorges d'Arak, même lorsque souffle un vent fort de sable, autant vous dire que la visibilité est proche du zéro, et que malgré les mesures de prudence, vous pouvez au détour d'un virage vous retrouver face à une situation imprévue du genre un engin en panne, un glissement de terrain quand ce n'est pas une dune de sable ou un dromadaire qui traverse la route. Dans ces conditions, il y a forcément une non-visibilité des plaques de signalisation. C'est à ce moment-là qu'interviennent les solutions innovantes comme l'installation de mini-panneaux photovoltaïques avec batterie et de feux orange clignotants pouvant être actionnés à distance au mini de dispositifs automatiques pour être activés dès que la visibilité est nulle, type interrupteur crépusculaire. Voilà un dispositif qui existe dans certaines localités, mais vu les dangers permanents et surtout les drames à répétition sur nos routes, cette solution safety mérite d'être généralisée. La sécurité reste de mise. Et d'ailleurs, un bulletin météo complet, ça sera juste après ce journal avec Kalima Bennour. Le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises l'avait annoncé hier à partir de la wilaya de Tipaza. Ces services envisagent de réviser le plafond de financement des projets de création de micro-entreprises dans le cadre de l'ANGEM et de la NESDA, une mesure qui ne peut être que bénéfique pour l'écosystème économique puisque ces entreprises participent déjà à la création d'une valeur ajoutée et sont source de création d'emplois. C'est ce que nous explique l'économiste Brahim Gendouzi. Il en parle à l'Impocadoum. Le recours au microcrédit est l'une des solutions pour permettre à ces entreprises de pouvoir évoluer. Toutefois, il y a lieu de faire ressortir les deux méthodes utilisées pour les microcrédits. C'est essentiellement le financement trilatéral avec le porteur de projet pour un apport personnel de 5% à 15%. L'agence NESDA apporte de 15 à 20% et la banque, généralement, c'est 70% du financement. Il peut y avoir également un cofinancement où le porteur de projet avance 50% l'investissement et le reste, c'est grâce à l'agence NESDA ou l'ANGEM. Mais de façon générale, les montants qui existent aujourd'hui sont largement dépassés par le contexte économique et pour qu'il y ait viabilité des micro-entreprises, il y a lieu de revoir à la hausse les montants octroyés dans le cadre des microcrédits.
On passe à l'actualité à l'étranger. Alors que les agressions de l'armée d'occupation sioniste ont repris dans la bande de Gaza depuis le 18 mars, la Cisjordanie n'est pas en reste malheureusement. Cela fait 3 mois que l'occupation expulse les habitants de camps de réfugiés et occupe les lieux pour les empêcher de rentrer chez eux. Un point de la situation avec Faten Tourabi, elle est journaliste. Elle a été contactée par Karima Benour ce matin. Les forces de l'occupation continuent de démolir les camps de réfugiés pour chasser les habitants de Jenin, Tolkaram et Nour Shams. Sur le terrain, l'entité sioniste veut instaurer un climat de terreur à la population. Il s'agit de 18 camps de réfugiés au nord de la Cisjordanie dans le but d'effacer leurs identités. En réalité, ils n'ont pas de plan fixe. Ce sont des agissements qui se suivent pour rendre la vie insupportable aux Palestiniens qui ne cessent de se déplacer dans les rues, les mosquées, les clubs culturels ou dans les maisons de leur famille. L'occupant sioniste vole leurs maisons pour y vivre et Katz, leur ministre de la Défense, leur a demandé d'y rester jusqu'à la fin de l'année sans préciser de date fixe. Et dans le dossier ukrainien, la Russie et l'Ukraine ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire, ont annoncé hier soir les États-Unis. Washington se dit même prêt à aider Moscou à exporter ses produits agricoles et engrais sur le marché mondial. Le Kremlin a toutefois posé une condition, cet accord ne pourrait entrer en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce des céréales et d'engrais russes. L'analyse de l'expert politique François Dengué, il a été contacté par Rabia Slimani. En ce qui concerne cet accord sur la levée des sanctions, alors que de l'autre côté, Zelensky refuse ou s'oppose à la levée des sanctions, c'est pour ça que je parle d'une situation paradoxale. Mais je crois que ça va avancer et le schéma global qui me semble à ce niveau, et le résultat final, c'est que les Américains vont accéder aux demandes des Russes. À ce niveau, on peut dire sans hésitation que le point de vue de Zelensky est secondaire. On n'a jamais vu dans l'histoire diplomatique mondiale un pays qui confie à un autre le droit et la légitimité pour négocier en son nom. Nous voici dans une situation où l'Ukraine a confié son sort, en quelque sorte, aux États-Unis pour négocier au nom des Ukrainiens en face des Russes. Les Ukrainiens sont vaincus, les Américains aussi sont vaincus, l'Europe est vaincue. On revient chez nous. La célébration de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, sera organisée ce soir à Jam' al-Jazair à Alger. L'occasion de rappeler la symbolique de Laylat al-Qadr avec le théologien et membre de la Ligue des Ulama du Sahel, Kamel Shekat. Il a été contacté par Alim Boukadoum. Laylat al-Qadr, nuit de valeur parce qu'elle vaut plus que 1000 mois en termes d'assiduité au culte, ou bien on peut l'appeler aussi une nuit de la destinée ou de la prédestination parce que c'est durant cette nuit que Dieu, subhanahu wa ta'ala, communique à ses anges proches tout ce qui va se dérouler tout au long de l'année. Et puis, parmi les traditions de cette nuit ou inhérentes à cette nuit, c'est la prière. Et selon ce que rapporte un hadith d'après Aïcha radiyallahu anha, qui a demandé au messager de Dieu, alayhi salam, si j'atteignais cette nuit, que devrais-je dire ou de quelle manière devrais-je m'adresser à Dieu? Il a dit, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur Dieu, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. On passe à présent au sport avec vous. Allez, Mouch, bonjour, on vous retrouve. Rebonjour, Nissan. On va parler de la victoire de l'équipe nationale hier soir face au Mozambique dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Les Verts ont fait le job hier face au Mozambique en s'imposant 5-1 au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou pour le compte de la 6e journée du groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et cette victoire permet à la sélection algérienne de prendre seule les commandes du groupe G avec 15 points, avec 3 points d'avance sur le Mozambique. Et la sélection algérienne qui, sur les 4 prochains matchs, aura l'occasion de recevoir à 2 reprises à domicile. C'est dire que la sélection algérienne a fait un grand pas vers la qualification pour le prochain mondial 2026. Et cette victoire a été acquise grâce à des prestations XXL de certains joueurs, notamment Mohamed Amin Amoura qui a inscrit un triplé et un Hicham Boudaoui des grands jours qui a régné sur le milieu de terrain algérien. D'ailleurs, le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic n'a pas manqué de saluer la prestation de Hicham Boudaoui. Pour lui, il aura certainement, il décrochera certainement un gros contrat cet été.
99% o 100% dei suoi compagni. C'est clair, il a fait un grand match comme la totalité de ses coéquipiers. Il a fait de la qualité, il a fait de la quantité. On voit très bien qu'il est très bon sur le plan physique. Il est bien sur le plan physique. C'est un joueur pour le haut niveau. Je suis convaincu qu'il va recevoir une offre pour augmenter le niveau de ses qualités. Non voglio dire che Nizza non è buona squadra ni alto livello. Et la sélection algérienne qui, pour la prochaine journée, lors de la 7e journée, jouera également à domicile. Ça sera cette fois-ci face au Botswana. On croise les doigts pour les Verts. Allez, on va continuer avec du football. Ce soir, il y a le premier quart de finale de la Coupe d'Algérie. En effet, Céline, le premier quart de finale de la Coupe d'Algérie qui mettra aux prises ce soir à 22h au stade du 5 juillet l'USM Al-Harrach à l'Espérance de Moussa Ghanem. L'USM Al-Harrach, pensionnaire de Ligue 2, qui a éliminé 2 grosses cylindrées de la Ligue 1. Il s'agit de la JS Kabylie et du Mouloudia d'Oran, donc qui affrontera cette fois-ci l'ES Moussa Ghanem, donc qui occupe le bas du classement en première division. Et cette rencontre que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3 à partir de 22h. Rendez-vous pris, Ali Hamouch, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Selma Feguir, Erdouane Siassi, Adlan à la technique, Tahar Fgoum à la régie, et puis elle vient d'arriver pour la météo. Elle est avec son parapluie, ça promet. C'est tout de suite la météo avec Karima Benour.